Ravi de vous retrouver, Renaud Camus, dans ce nouvel orage de papier, à l'occasion de la sortie en librairie de La Dépossession, sous-titrée « Du remplacisme global ». Dieu sait si on l'attendait, cette théorie de la dépossession. Jusqu'ici, elle n'avait été qu'esquissée. La voici emballée et pesée, 800 pages, qui n'épuiseront certainement pas le sujet et que Renaud Camus ne manquera pas d'apostiller dans les mois et les années qui viennent. Les premières pages sont décoiffantes, à défrisoter les moustaches de Nietzsche. Le reste est du même tonneau, la dépossession, détachée en prononçant distinctement toutes les syllabes. La dépossession, c'est la privation de l'être, ce que marque d'emblée le préfixe privatif, dé. Tout ce qui marque la possession, adjectivalement, pronominimalement, grammaticalement, est désormais nié. Il n'y a plus de mien, il n'y a plus de tien, il n'y a plus qu'un magma indifférencié, une sorte de soupe primitive. Cette dynamique de l'indifférenciation nous laisse pareil à ces planètes orphelines, errantes, noires, sans étoiles mères, qui dérivent et flottent dans le néant et dans l'infini. Si j'y l'homme, donc, prolétaire absolu, c'est-à-dire dépossédé de tout. Voilà brossé à grands traits ce livre qui est, me semble-t-il, un chef-d'œuvre et qui est La Dépossession. Bonjour Renaud Camus. Bonjour François Bousquet. J'ai dit peut-être prématurément si j'y l'homme. Je devrais peut-être plutôt d'abord dire si j'y Dieu. Car la dépossession commence magnifiquement, l'incipit, c'est-à-dire donc les premières lignes de ce texte commencent sur la mort de Dieu, qui s'est produite selon vous en 1882, car il faut la dater dans le gai savoir de Nietzsche. Et c'est très curieux le télescopage des temps, puisque vous remarquez qu'en 1882, quand Nietzsche nous annonce, comme on avait annoncé naguère la mort du grand Pan, la mort de Dieu, en tout cas du Dieu des chrétiens. Et en 1882, c'est aussi le discours fameux que Pasteur qui disait « Lorsque je rentre dans mon laboratoire, je laisse Dieu au vestiaire ». Mais de fait, en vous lisant, on se rend compte que non, il ne retournera plus jamais au vestiaire. Et que la première grande étape du grand remplacement, et c'est ma première question, j'aimerais que vous nous apportiez vos lumières là-dessus, c'est cette mort de Dieu, parce qu'elle annonce, elle augure un nouveau monde dont vous allez peut-être nous parler, et qui est l'acte, selon vous, inaugural du grand remplacement. Oui, alors évidemment tout ça est un peu arbitraire et littéraire. Je ne suis pas un philosophe et encore moins un savant et un scientifique. Donc cette date de 1882 est assez traditionnelle au fond. C'est la proclamation la plus fameuse, comme vous le disiez très justement, l'équivalent du grand Dieu Pan est mort. Ce Dieu est mort de Nietzsche, ou d'ailleurs pas exactement de Nietzsche, puisque c'est un personnage dans Nietzsche qui dit ça, et un personnage que, comme par hasard, il appelle l'insensé, c'est-à-dire celui qui n'a pas de sens, qui n'a plus de sens. Et je pense qu'en effet, on est au cœur de ce phénomène, c'est-à-dire de la disparition du divin et de son remplacement comme instance suprême de la vérité par la science. Cela dit, le phénomène, je dis 1882, ça pourrait être aussi bien, du début du XVIIe siècle, de la grande révolution scientifique du XVIIe siècle, de l'occurrence du nombre, par exemple, du calcul dans la pensée, ça pourrait être la révolution scientifique également du XVIIIe siècle, ça pourrait être aussi toutes les théories scientifiques et socialistes d'ailleurs, très encombrées de divinité, de Saint-Simon, vous savez, Saint-Simon se prenait pour le Christ, pas Saint-Simon le mémorialiste, l'autre. Le positiviste. Et le positivisme. Auguste Comte, son disciple et son secrétaire, a instauré un culte de la Vierge Mère. Enfin, tous ces gens étaient très, très conscients d'un passage de quelque chose, d'un passage très difficile. Et le cas de Pasteur est particulièrement intéressant, évidemment, parce que Pasteur était profondément chrétien. Et donc, en effet, l'échange de discours à trois personnages à l'Académie française en 1882, c'est-à-dire juste au moment où Nietzsche écrit cette phrase fameuse, est absolument passionnant, puisque les protagonistes étant Pasteur, qui est reçu à l'Académie française, Renan, qui le reçoit, et Littré,
qui est le représentant au fond du positivisme et du comtisme. Littré est un grand admirateur d'Auguste Comte. Et comme souvent les discours académiques, évidemment Pasteur prononce un soi-disant éloge de Littré, mais qui est plein de sous-entendus et de reproches. Qui est une raison funèbre masquée et un enterrement de première classe. Hein. Oui, un enterrement de première classe, c'est qu'elle le dit, en disant qu'au fond, il se trompe totalement sur ce qu'est la science. Ouais. Mais Pasteur ne voit pas ce qu'est la science non plus. Il ne la voit pas puisque un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science rapproche de Dieu. Or non, ce que vous montrez dans votre livre, dans la dépossession, c'est que nous sommes dépossédés du Dieu, d'abord et ensuite de l'homme dans un deuxième temps, puisque vous appuyez sur une autre déclaration, une autre proclamation fameuse des années 1960 et que l'on doit à Michel Foucault sur la mort de l'homme. Et moi, j'aimerais que vous nous éclairez sur ce mécanisme de la dépossession, parce qu'il me semble que c'est un paradigme, au paradigme au sens scientifique du terme, c'est-à-dire que ça nous donne une vision globale de l'époque, comme le grand remplacement. C'est très étroitement lié. Le grand remplacement est la phase ultime de la dépossession. Mais qu'est-ce qui est remplacé au moment où la science prend le pouvoir ? Eh bien, j'aime à penser que c'est l'instance de la vérité, c'est-à-dire l'idée du vrai. Jusqu'au XIXe siècle, en tout cas même les philosophes qui sentaient fortement le soufre, même à commencer par Descartes lui-même, ou Spinoza, ou Leibniz, ou ces gens-là, n'osaient pas prendre leur distance avec Dieu, avec la divinité. À aucun moment. Et là, à partir évidemment de l'époque de Pasteur, ils osent. Et du coup, on se rend compte qu'il faut un remplacement immédiat. Mais alors, si ce n'est pas Dieu qui est la vérité, si ce n'est pas... Il y a une autre date très importante, est évidemment la proclamation de l'infaillibilité pontificale en 1870, c'est-à-dire à peu près à la même époque, qui était une tentative un peu désespérée de l'Église de se poser encore une fois et officiellement comme instance suprême de la vérité, au moins dans un domaine particulier, la théologie. Absolument, le domaine de remplacement. Oui, moi je crois souvent que les pouvoirs agonisants accumulent les signes. Je pense toujours, m'avait beaucoup frappé en Corée, la pauvre Corée, au moment où elle est envahie des Chinois d'un côté, des Japonais de l'autre. Tout d'un coup, le royaume de Corée, qui a été un royaume, se proclame empire. Passant, il n'y a pas de raison, puisque les deux autres sont des empires. Et le pauvre empereur, qui n'a absolument plus aucun pouvoir, se proclame empereur. Ou la langue française, c'est un peu la même chose aussi. La grammaire française n'a jamais été si rigoureuse, et si précise, et si exacte qu'à un moment où la langue française s'effondre et disparaît. La grammaire française est à son meilleur vers 1950-1960. Et je crois que les pouvoirs qui tombent multiplient les appels à la forme. Et le remplacement est évidemment par la science qui va devenir l'instance suprême de la vérité et qui, évidemment, à mon avis, est aussi trompeuse, en tout cas aussi soumise à des hérésies, à des schismes, et si vous permettez, à des amendements, à des rectifications. Absolument. Donc elle est déjà beaucoup moins stable que la divinité. Ouais. Enfin, la divinité l'était aussi, parce qu'il y avait quand même aussi pas mal d'amendements et de rectifications, y compris dans le culte catholique. Mais par exemple, Pasteur le voit très bien au moment du discours de 1882. Pour lui, il n'y a de science que celle qui se soumet à l'expérimentation. Donc la première hérésie va être évidemment ce qu'on appelle les sciences sociales, y compris et surtout la sociologie, aussi la démographie, la statistique, toutes ces sciences qui se proclament des sciences, mais qui pour les scientifiques de stricte observance sont, sinon des hérésies, du moins des sciences très diluées. Oui. Et pour s'en tenir aux sciences, pas aux sciences humaines, aux sciences dures, parce que c'est le cœur de votre livre, je trouve. En quoi la science remplace Dieu ? Bien, la science va avoir des travaux pratiques, à travers les sciences dites appliquées. Et vous montrez que ce processus de grand remplacement, en l'occurrence de remplacisme plutôt, de dépossession de l'être, par le rien, par quelque chose d'autre, qu'on a du mal à définir,
c'est exprimé à travers deux personnes qui, pour le coup, relèvent de la science dure. La première de ces deux personnes, d'entre elles, c'est Taylor. On connaît tous Taylor, puisque c'est le fondateur de l'école dite taylorienne, c'est le fondateur du taylorisme. Et on va pas faire de Henry Ford, l'inventeur des forts de thé, un grand scientifique. Il n'empêche, il est porté par une vision scientifique du monde, et c'est la vision scientifique des sciences dures. Et il applique les sciences appliquées, il les applique à l'industrie, au régime de la production. Et vous montrez que ces deux personnages, on a chacun des personnages emblématiques, à travers lesquels on se reconnaît, on reconnaît une époque. Pour vous, les deux personnages centraux, presque, du XXe siècle, pas ceux dont on parle le plus, c'est Taylor et Ford. Pourquoi ces deux personnages-là sont au cœur de la mécanique remplaciste? Alors, d'abord, ils coïncident à peu près, en tout cas en ce qui concerne Taylor, avec ce remplacement de l'instance suprême de la vérité comme étant la science. Le grand livre, qui est un tout petit livre d'ailleurs, très, très court, de Taylor, s'appelle The Principle of Scientific Management. Tous les mots sont vraiment très importants. Principe, management. Le management est connu et promis à une destinée absolument considérable, puisqu'aujourd'hui, enfin, le management règne. Même à l'Élysée. Oui, absolument. C'est le management. On peut le traduire de différentes façons. J'aime bien aussi le terme de Sloterdijk, la gestion du parc humain. Mais on voit bien que les principes de la politique sont ceux du management. Et donc Taylor se pose en savant et pose que la direction des usines et la gestion des usines doit être scientifique, y compris évidemment le geste de l'homme, ce qu'a très comiquement et génialement illustré beaucoup le cinéma, et en particulier, en l'occurrence évidemment, Charlie Chaplin dans les temps modernes. Le geste absolument minuté, il faut pas faire ci comme ça, le coude doit être comme ci, la main doit être comme ça. Donc une vision. Et Taylor est à ce que j'appelle le remplacisme global, ce que Marx est au marxisme, c'est-à-dire le père de cette doctrine. Alors évidemment, ce n'est pas un penseur de même envergure que Marx. Taylor n'est pas un génie, mais son influence est au moins aussi grande que celle de Marx. Taylor règne, enfin c'est le père du management, qui est la science reine aujourd'hui, enfin, à moins que ce soit la cybernétique, mais la cybernétique et le management se recoupent étroitement. Et Ford met en application, de façon géniale aussi à sa façon, les principes de Taylor, qui sont, à mon avis, évidemment c'est ma thèse, le geste essentiel de tout ça, c'est le remplacement. Le remplacement comme instance suprême de la vérité de Dieu par la science, et le remplacement de tout, en particulier des objets. Évidemment, le moment essentiel est celui de la Ford T, le modèle T, où tout est remplacé. C'est-à-dire, il invente une voiture où, au lieu qu'il y ait, mettons, chaque fois qu'il doit y avoir 12 produits, il y en a un seul. Et évidemment, il est dans une matière moins précieuse que les produits d'origine, parce qu'il faut que ça coûte moins cher. Il faut que ça coûte de moins en moins cher, que ça soit de plus en plus simple, de façon d'ailleurs absolument géniale. Mais tout est remplacé. Donc évidemment, le mensonge est au centre du remplacisme. Remplacisme et mensonge sont la même chose, puisque le remplacement, c'est de remplacer quelque chose qui était là par quelque chose qui, par définition, n'est pas la chose, puisqu'elle la remplace. Et évidemment, en plus, Ford est très inspiré. Les deux grandes sources d'inspiration de Ford sont d'un côté Taylor, mais aussi les abattoirs de Chicago, ce qui semble quand même extraordinaire, puisque c'est aux abattoirs de Chicago qu'il emprunte la chaîne de montage, qui va être le grand principe, évidemment, qui a fasciné absolument l'époque. Et l'époque, et les deux grands, enfin on va très vite là, je ne sais pas de combien de temps on en dispose, mais probablement beaucoup, donc je suis obligé d'aller très vite. Mais les deux grands objets, les deux grandes, pas objets, les deux grands fascinés, c'est évidemment les deux totalitarismes majeurs du XXe siècle, c'est-à-dire
le communisme d'un côté et le nazisme de l'autre, qui sont tous les deux. Parce que rien ne se produit par hasard, je dis par hasard délibérément, puisque c'est aussi un livre sur le complotisme, la dépossession, c'est un livre total, hein. C'est un livre fleuve, c'est un livre impressionnant, et rien ne se produit par hasard, puisque les Russes ont leur Taylor, qui s'appelle Gastef, hein, oui. Et les Allemands, parlez-nous, parce que les Allemands c'est assez fascinant, l'Allemagne, en tout cas l'Allemagne nazie, l'industrie de guerre, l'économie de guerre allemande. Ford est le seul personnage qui soit mentionné dans Mein Kampf, le seul personnage américain, en tout cas, avec beaucoup d'admiration. Et les Allemands sont fascinés par le Fordisme. C'est une noria constante d'ingénieurs allemands et de théoriciens aussi qui se rendent à ce qu'on appelle Rivière Rouge, c'est-à-dire à Détroit, c'est le site, le grand site industriel de Ford, et tout le monde fait le pèlerinage de Rivière Rouge, et Hitler a le portrait de Ford dans son bureau, d'ailleurs sans vente, et le montre aux visiteurs, et Ford reçoit le grand aigle allemand, la plus haute décoration qu'on puisse avoir sous le régime nazi, et les usines Ford sont le modèle, et évidemment la voiture du peuple, la Volkswagen, et s'inspire directement de la Model T, c'est-à-dire la simplification maximum, le remplacement de tout. Alors, il y a un paradoxe avec Hitler, et vous le soulignez dans La dépossession. On pourrait avoir tendance, la dépossession par les médias centraux, enfin pas la dépossession, le grand remplacement par les médias centraux, il suffit de se reporter sur la fiche Wikipédia, qui est la référence majeure désormais et universelle, hein, pour savoir ce qu'est ou ce que n'est pas plutôt le grand remplacement. Il dit que c'était une théorie complotiste d'extrême droite. Hein. Évidemment, tout ça c'est de la foutaise, mais peu importe. Hein. Et on aurait tendance à voir en Hitler, à partir des clichés, à partir des stéréotypes véhiculés par Wikipédia, comme quelqu'un qui serait hostile à la mécanique remplaciste. Hein. Or, vous montrez qu'il n'en est rien, étonnamment. Vous montrez qu'il y a des projets de grand remplacement. Évidemment, le grand remplacement est un concept absolument allemand et nazi. Les projets, il y a ce qui s'appelle en allemand le Umvolkung et exactement le grand remplacement. Alors, ils n'ont pas eu tout à fait le temps de le mettre entièrement en application, mais le projet était de remplacer totalement les populations dans les territoires conquis à l'Est, en particulier en Pologne, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Biélorussie, la Russie blanche, en Ukraine aussi, de germaniser tout ça, soit d'asservir les peuples, soit de les éradiquer totalement par le massacre et le génocide, soit de les repousser infiniment plus à l'Est éternellement. Alors, ça a été appliqué un peu en Pologne, puisque quand même pendant 2 ou 3 ans, même 4 ans, entre 40 et même 39 pour la Pologne, entre 39 et 44, il y a eu un grand remplacement très, très, très massif en Pologne. C'était pratiqué aussi en Tchécoslovaquie. Mais dans le projet, c'était beaucoup plus vaste que ça. Ça s'appliquait à toute l'Europe slave. Il fallait remplacer les Slaves par les Allemands. Alors, dans votre œuvre, jusqu'à la dépossession, me semble-t-il, Hitler était beaucoup plus présent dans ce que vous avez appelé la seconde carrière du chancelier, la carrière posthume. Hein. Un petit mot sur cette carrière posthume. Je crois que c'est une des clés de compréhension les plus lumineuses de l'époque. Hein. Ça ouvre beaucoup de portes. Hein. Hitler, ce que vous dites, hein, je résume, mais je vais vous laisser la parole, hein, est un astre noir. Hein. Enfin, Hitler est plus important mort que vivant. Puisqu'il prédétermine et conditionne les comportements depuis qu'il est mort en 1945. Hein. Bref, la culpabilité européenne, l'écrasement européen, ce que Weber appelait la dormition, sort de là. Or, vous montrez que c'est paradoxal, hein, puisqu'il se trouve qu'il était remplaciste. Hein. Il est vraiment au cœur de ce XXe siècle, ante et post, hein, cette figure. Hein. Puisqu'elle avait conditionné les comportements pendant la guerre. Oui, dans la thèse que je soutiens et que je ne récuse pas du tout, selon laquelle Hitler est présent à l'envers dans ce que j'ai appelé la seconde carrière d'Adolf Hitler, c'est le titre d'un petit livre qui est repris
peut-être dans un recueil. Je m'embrouille un peu dans mes travaux, je ne sais pas dans quel recueil. On le trouve chez l'auteur, oui, en volume séparé. Oui, absolument, en volume séparé. Non, il n'est peut-être pas repris dans un recueil, celui-là. Mais je ne renie pas absolument ça. Mais il y a aussi une continuation, alors pas du tout à l'envers, et en particulier le grand remplacement. Ce que le grand remplacisme global opère en Europe de l'Est, c'est le projet hitlérien, opère en Europe de l'Ouest, pardon, c'est le projet hitlérien en Europe de l'Est, c'est-à-dire le changement de population estimé. Permettez-moi de vous appeler cher Camus, dont d'une part, vous êtes aliéné les gens qui vous qualifient d'extrême droite, hein, puisque vous êtes d'extrême droite selon Wikipédia, selon Mediapart, une quantité d'autres gens. Ça, c'est un autre remplacement, on parle absolument de n'importe quoi. Peu importe, c'est grotesque. Hein. Mais désormais, on va vous reprocher d'être d'extrême gauche. Hein. Les uns vous reprochent d'être hitlérien et les autres vont vous reprocher d'être anti-hitlérien. Donc, où allons-nous retrouver notre Camus? Il va être encore plus isolé. Ah ben, les uns ont totalement tort. Je ne suis certes en rien hitlérien, je n'ai jamais été le moi du monde, et je suis en revanche franchement anti-hitlérien, oui. Mais ça, je l'ai toujours été constamment, c'est pour ça. Oui, alors un autre remplacement à l'égard de la vérité est celui, évidemment, de Wikipédia, qui se pose maintenant comme instance de la vérité et qui dit, par exemple, me concernant ou concernant le grand remplacement, absolument n'importe quoi. Et c'est une forteresse très défendue qu'on ne peut pas attaquer, qu'on ne peut pas critiquer, qu'on ne peut pas remplacer, pour le coup, et qui remplace elle-même la vérité absolument, totalement. Donc il faut toujours se reporter aux textes eux-mêmes pour savoir ce que disent les auteurs. Et puis lire les auteurs au lieu de proférer des âneries sur eux et Dieu sait si on en professe pour ce qui vous concerne. Hein. Le remplacement, je l'ai dit, c'est un paradigme. Hein. Il y a désormais un nouveau mot pour définir le remplacement ou la dépossession, c'est ce qu'on appelle un chrononyme. Un chrononyme, c'est la Belle Époque, c'est la Grande Dépression, c'est le Grand Siècle. Hein. Le grand remplacement définit notre époque. Hein. Et il se décline absolument partout. Vous montrez dans le livre, et c'est fascinant dans les usines Ford, c'est qu'on remplace l'ouvrier valide par l'ouvrier invalide, on remplace l'ouvrier par la machine, on remplace la machine par la machine-outil, on la remplace par le système, on la remplace par le dispositif. Hein. C'est sans fin, ce mécanisme-là. Ce mécanisme de la réponse. Et alors, je crois que l'apothéose du Fordisme est le fait que l'homme lui-même devienne un produit, ce qui n'était pas le cas dans le Fordisme. Une des innovations géniales de Ford, c'est évidemment le fait qu'il fait du producteur un consommateur, puisqu'il fait sa voiture devient si peu chère qu'il peut la vendre à ses ouvriers, c'est-à-dire le producteur devient le consommateur. Mais la pichenette supplémentaire que Ford lui-même n'avait peut-être pas prévue ou pas entrevue, et qui est celle du remplacisme global aujourd'hui, c'est-à-dire ce que j'appelle la davocratie, le gouvernement du monde par Davos, la gestion du parc humain par Davos, c'est que l'homme devient un produit. Vous savez, on a un peu de scrupule à citer toujours ça, on ne sait même pas de qui c'est d'ailleurs à l'origine, qui a eu cette formule géniale la première fois, mais si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Et en effet, le régime actuel est un régime de la séduction, c'est-à-dire qu'on est volontaire, c'est la servitude volontaire de la Boétie poussée à son point extrême, et l'homme devient lui-même le produit, parce qu'il est séduit pour être le produit, et du coup, il est essentiel qu'il soit évidemment totalement interchangeable, liquéfié. Permettez-moi d'apporter une objection, puisque vous citez la Boétie, et je pense que citant la Boétie, il y a une de vos sources dans la dépossession, qui est Johann Chapoutot, sur son livre Libre d'obéir, à propos du management dans l'univers nazi. Parce qu'il y avait un cahier des charges, mais après, il y avait une liberté dans les formes de mise en œuvre. Très étonnant, d'ailleurs, très paradoxal. Oui. Mais je retiens le titre, hein, Libre d'obéir, on retombe sur une forme de servitude volontaire. Absolument. Vous évoquiez, alors c'était une de mes questions, sur le remplacement que les Allemands ont voulu faire pendant la guerre des Slaves par les Allemands, mais en réalité, est-ce que ça ne s'est pas produit tout le temps, comme ça, depuis la nuit des temps? Est-ce que les Amérindiens n'ont pas été eux-mêmes, pour le coup, victimes d'un phénomène de remplacement?
Oui, oui, bien sûr, il y a eu des remplacements. J'aurais d'autres exemples. À toutes les époques, mais bien entendu. On peut dire que même c'est le remplacement est le sens de l'histoire, et peut-être même l'essence, au fond. Nous sommes des êtres pour le remplacement. Mais toute la pensée et toute la dignité et toute la politique, peut-être, a été justement contre ça, ce que j'appelle, un terme un peu bizarre, j'en conviens, le ST, le ST, oui, oui. Ce qui est dans state, dans l'État, dans la statue, dans la stabilité, dans les langues européennes, ce très court syntagme, c'est même un syntagme, le ST, est le sens de ce qui est évidemment dans le verbe être. Et dans l'ester, par exemple, il ne survit plus que dans ester en justice. Mais le ester est l'opposition au remplacement, c'est-à-dire non, on ne va pas consentir. Et même si on vous dit oui, mais c'est le sens de l'histoire d'être remplacé, mais enfin toutes les pensées, toutes les dignités, tout ce qu'on a appelé, un terme un peu désuet, les grands hommes, par exemple, et sans doute aussi les grandes femmes, on dit mais non, je n'accepte pas, je pose, j'institue, et là est encore présent le ST, je suis, non pas dans l'étymologie de ce verbe très bizarre en français, je suis est plus lointain, mais être, il faudrait dire je hais, EST. C'est la résistance où se trouve encore, comme dans la stance d'ailleurs, ce ST de la dignité humaine, de la statue, par exemple. Il n'est pas du tout étonnant que, regardez, aussi bien le wokisme que la haine iconoclaste. La haine des statues. Ils ne peuvent supporter les statues si on veut abattre une statue. Ce sera ma dernière question, Renaud Camus. Évidemment, je vous rejoins 1000 fois. Je suis ce que je suis François Bousquet. J'aspire à perdurer dans mon être de François Bousquet. C'est la persévérance de Spinoza, c'est le conatus. En réalité, ce que récuse notre époque, c'est une question et pas une affirmation. Est-ce que ce que notre époque ne récuse-t-elle pas, c'est la persévérance de l'être dans son être, à titre individuel, à titre collectif, à titre familial et à titre national? Mais c'est exactement ce que le remplacisme global n'admet pas, parce qu'il veut un non-être interchangeable, merci, et liquéfié, comme le dit génialement Zygmunt Bauman. Or, il est facile de voir les rapports quand même très inquiétants et très proches entre la liquéfaction et la liquidation. La liquéfaction implique, à mon avis, le génocide, ne serait-ce que le génocide par substitution, qui est celui qui affecte l'Europe aujourd'hui, au fond, le remplacement de populations par d'autres. Merci Renaud Camus, on n'épuisera pas le sujet, la dépossession fait 1500 pages, qu'il est indispensable d'avoir lu, comme le grand remplacement, ça apporte du reste... 1500 pages, vous exagérez quand même. Non, 800 pages, 800 pages, oui, ce serait 2 volumes, 800 pages. Peut-être que ça paraît 1500, mais c'est seulement 7 ou 800. Non, je le vois en tant qu'éditeur au poids. Mais c'est un livre indispensable, qui apporte des clés sur la clé centrale de notre époque, qui est la dépossession de tout par rien. Merci Renaud Camus. Je vous en prie, merci à vous.